Le bac de maths était-il plus dur en 1896 qu'en 2024? La réponse est j'en sais rien, on va le voir ensemble. Je vous propose aujourd'hui que nous traitions le sujet de bac d'Albert Einstein. À l'époque où Albert Einstein n'était pas encore Albert Einstein, donc il avait passé le même bac que tout le monde. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'il avait pour ambition de rentrer à l'école polytechnique de Zurich, qu'il rata le concours d'entrée et que les professeurs, qui avaient quand même, mine de rien, décelé un certain talent, lui conseillèrent de passer son bac en candidat libre. Le bac de cette époque-là s'était déroulé de la manière suivante, c'était en 2 jours, du moins pour l'épreuve scientifique de mathématiques, une épreuve de géométrie de 4 heures, et 2 jours plus tard, une épreuve d'algèbre. Donc c'était le 19 septembre 1896 et le 21 septembre 1896 pour Albert Einstein. Je vous propose qu'on démarre tout de suite par le premier exercice de géométrie, vous allez voir, ça va très bien se passer. Ok, j'espère que vous arrivez à lire correctement. On vous dit qu'un triangle inscrit dans un cercle de rayon 10 a ses hauteurs proportionnelles à 2, 3 et 4. On vous demande de trouver A et alpha. Alors sous-entendu, A c'est un côté et alpha c'est l'angle relatif à ce côté. La première des choses qu'on peut faire, la première chose qu'on peut noter, c'est que l'aire d'un triangle, vous savez que c'est base fois hauteur divisé par 2, mais c'est côté et hauteur relative. Donc on peut dire que c'est A fois HA sur 2, que c'est également égal à B fois HB sur 2, et c'est également égal à C fois HC sur 2. Le sur 2 va nous encombrer un petit peu, et en fait on va l'intégrer dans le A, parce que A c'est une constante, d'accord? Donc en fait on va dire que 2A c'est un nombre K, ok? C'est un nombre qui vaut K, et on va noter que A est donc égal à 1 sur HA fois K, que B c'est égal à 1 sur HB fois K, et que C c'est égal à 1 sur HC fois K. La première des choses, la traduction de l'énoncé nous donne ceci. Maintenant, ce que l'on va dire, c'est que puisque les hauteurs sont relatives à 2, 3 et 4, en fait, on va pouvoir remplacer A, B et C par 2, 3 et 4. Okay, on aurait pu mettre 4, 6, 8, peu importe. Okay. Là maintenant, on va utiliser la loi des cos, la formule d'Al-Kashi, qui nous donne, je vous le rappelle, que cos alpha est égal à moins, non pas alpha, mais moins a carré, plus b carré, plus c carré sur 2bc. Et là, alors, je vous avais dit qu'on allait voir les formulations d'Einstein et voir comment on peut faire différemment. Là, Einstein, il a fait un truc que personnellement j'apprécie à moitié. Il a dit que les triangles qui avaient ces propriétés-là étaient semblables au triangle 3, 4, 6. Du coup, il a remplacé A, B, C par 3, 4, 6. Mais c'est un cas particulier, c'est un coup de bol. Et donc, on ne va pas faire ça, surtout que ça ne sert strictement à rien, parce que vous allez voir que quand on va remplacer, qu'est-ce qu'on va obtenir? Moins A au carré, ça fait moins 1 quart de K au carré. Plus B carré, plus 1 sur 9 de K au carré, plus C carré, plus 1 sur 16 de K au carré. À chaque fois que je dis C carré, ça fait rire les élèves, et j'ai compris récemment pourquoi. Voilà. Donc 2, je ne comprenais pas pourquoi, mais maintenant j'ai compris. 2 donc sur 12, donc ça fait 1 sur 6. C'est carré, voilà, c'est ça le truc, de K au carré. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on peut simplifier par K au carré, subrepticement. Et donc, on peut trouver alpha maintenant, facilement. Alors à l'époque, en 1896, Newmarks n'existait pas. Ce qui existait à l'époque, c'était les règles à calcul et le logarithme. On ne va pas forcer le trait, ok? Je ne suis pas fan de la maxi technologie, mais enfin là, j'ai fait les calculs avant, hein, je ne fais pas de tête. On tombe sur un alpha qui fait à peu près 117 degrés. Voilà la première étape. Pas compliqué. Mais en tout cas, c'est sympa. On passe à la suite, je fais un peu de propre. Pour trouver A maintenant, rien de plus simple, mais il faut quand même connaître cette formule de trigonométrie, cette propriété géométrique qui était enseignée à l'époque, qui n'est pas enseignée aujourd'hui. C'est que puisque alpha est un angle obtus, on peut dire que A, c'est 2R sinus de pi moins alpha. Voilà. Et donc là, il y a juste à remplacer. Hein. R, je vous rappelle, qui fait 10. Pi, c'est évidemment un angle de 180 degrés. Donc 180 degrés moins 117, ça fait 63. Et donc, la valeur de A, c'est 20
fois sinus. On va dire allez 60. Vraiment à grosse ficelle, hein, ne faites jamais ça. Sinus 60 fait racine de 3 sur 2. Donc ça nous fait du 10 racine de 3. Voilà, au bas mot, ça fait à peu près 17 cm. Voilà. Excellent. Excellent. Donc voilà pour le premier exercice. Einstein avait fait comme ça pour la partie B de la question. Un exercice qui, je vous le rappelle, prend 2 heures. C'était une version de 4 heures. Hein. C'était 4 heures pour 2 exercices. Donc là, on vient de traiter le premier exercice. On va faire le deuxième maintenant. Donc vous voyez un exercice de géométrie qui en fait n'était pas si difficile que ça. C'est le genre d'exercice que l'on pourrait aujourd'hui demander à un élève de première qui manipule correctement le produit scalaire, la formule d'Al-Kashi aussi connue sous le nom de loi des cosinus. Un exercice intéressant qui nécessite de simplement bien traduire l'énoncé et tout se passe correctement. Le deuxième exercice maintenant. Alors le deuxième exercice, en fait ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est cette anecdote que j'ai lue dans le magazine Tangente, auquel je vous recommande de vous abonner parce que c'est vraiment génial, d'un mathématicien, alors pas extrêmement célèbre, qui s'appelle Philippe Boulanger, qui avait eu à traiter lors d'une colle de maths un exercice qui ressemble fortement à l'exercice que Albert Einstein avait eu à traiter. Il raconte que cette colle, il la redoutait énormément puisque le colleur était réputé pour être plutôt sévère, pour peser mes mots, et qu'il avait coutume de régler ses comptes avec ses collègues enseignants en détruisant leurs élèves lors des colles pour leur faire comprendre que leur enseignement était lacunaire. Il avait des critères subjectifs de détestation, il n'aimait pas les élèves qui portaient des lunettes. Voilà, ça donne le ton. Et donc Philippe Boulanger a eu à traiter le cas de l'exercice d'Einstein, mais vous allez voir que dans le cadre de notre exercice, l'ellipse de départ est un cercle. Lui, il a eu à traiter le cas général avec donc une ellipse. Et il remarqua une propriété que le colleur lui-même n'avait pas vue. Et ce petit exploit en colle lui fut rétribué d'un 11 sur 20. Un piteux 11 sur 20, alors qu'il dépassa son colleur. Voilà, j'ai trouvé l'anecdote assez marrante. Et maintenant, j'en dis pas plus, on passe directement à la correction de l'exercice. Ok, donc l'exercice 2, pas piquer des hannetons. Au départ, nous avons un cercle blanc. Vous voyez que j'ai fait un dessin. Le cercle blanc de départ, si on considère l'ensemble des cercles qui ont des diamètres ici, qui sont tangents à l'axe des x, comme ça, j'espère que je me fais comprendre, on obtient une ellipse de demi-grand axe R racine de 2 et R étant le rayon du premier cercle, jusqu'à ce que P c'est l'éloignement entre le centre du cercle bleu et le centre du cercle de départ, dépasse une certaine valeur. Démontrer cette proposition, c'est ça qu'on doit faire. Donc première des choses, et c'est ce que je disais tout à l'heure, traduisons cet énoncé. Traduisons l'énoncé. On ne va pas regarder le truc comme ça pendant 2 heures et rien faire. On va traduire l'énoncé. Donc, ce que je vous propose, c'est que nous notions déjà, dans un premier temps, quelle est l'équation d'un cercle bleu. Du coup, je vais écrire en bleu. On sait que c'est x moins coordonnées du centre, je vais appeler xc au carré, plus y moins coordonnées du centre en y, hop, est égal à son rayon au carré. Alors celui-là, je l'ai déjà appelé R, donc je vais aller l'appeler grand R. Vous voyez que le rayon de ce cercle, donc c'est cette partie-là qui est en bleu, ici. Si on fait un vulgaire Pythagore, vous voyez que là, ici, il y a R. Hein. Toujours R, hein, le rayon de... Même si mon cercle est naze, évidemment, mais ça reste le rayon. Donc ici, on a R. De fait, grand R, c'est égal à la racine carrée de ça au carré moins ça au carré, de petit r au carré moins petit p au carré. Et vu que nous, on veut du r carré ici, je ne vais pas m'embêter, r carré vaut ça. Quelles sont les coordonnées du centre? Quelles sont les coordonnées du centre du cercle? YC, celui-là, il vaut 0 hein, déjà. Okay, ça vaut 0, il n'y a pas de souci. Et que vaut XC? Puisqu'on est décalé de P, ici, je peux écrire P. Hop. De fait, on se retrouve avec l'équation du cercle qui est x carré moins 2xp plus p carré plus y carré égale r carré moins p carré. Donc ici, vous voyez que je vais mettre un 2p carré. Ça fera bien l'affaire. Bon. Et alors nous, ce qui va nous intéresser, là c'est la méthode d'Einstein, c'est que se passe-t-il? On veut l'équation de l'enveloppe. Donc que se passe-t-il quand p varie un tout petit peu? On voudrait comprendre ce qui se passe quand P varie un tout petit peu. Mais ça, en fait, ça revient à dériver l'expression par rapport à P. Et si on dérive l'expression par rapport à P, ça meurt. Il reste du moins 2x. Donc, en dérivant,
sur P, on a quoi? On a moins 2x plus 4p égale 0. D'accord? Et finalement, on trouve que x égale 2p. Voilà la propriété qu'on trouve dans un premier temps en dérivant. Alors, c'est évidemment pas rigoureux, hein, la façon dont je le fais. Einstein, lui, il avait fait ça bien. Il avait tout dérivé, il avait tout réécrit, il avait soustrait. C'est pour ça qu'il obtenait 0. Ça fait le taf. Ça marche très bien comme ça. On n'est pas en train de passer le bac, là, on est en train de s'amuser. De fait, on a cette propriété-là. X égale 2p. Et donc maintenant, ce qu'on vient de trouver, cette histoire paramétrique de x égale 2p, on va la réinjecter dans l'équation du cercle de départ pour vérifier que ça nous donne bel et bien l'équation de l'enveloppe sous forme elliptique, parce que c'est ce qu'on doit démontrer hein, quand même. La question, c'est de le démontrer. Du coup, vous voyez que x égale 2p, donc 2p fois x, si je multiplie par x, ça fait x carré. Donc ça, déjà, ça meurt. Il nous reste 2p carré plus y carré égale r carré, hop, égale r carré. Alors, 2p carré, j'ai donc que p carré, c'est x carré sur 4, donc x 2, ça nous fait du x carré sur 2. J'ai du x carré sur 2 plus y carré qui doit être égal à r carré. Alors, est-ce oui ou non l'équation de l'ellipse? L'équation d'une ellipse, ça s'écrit comme ça. C'est x carré sur a carré, donc le premier demi-grand axe, donc r carré fois 2, donc 2r carré, plus y carré sur le deuxième demi-axe, donc r carré, qui doit faire 1. Ok, ben on voit bien que si on multiplie tout par r carré, on retombe bien sur la même chose ici. De fait, on a bien l'équation de l'ellipse. Premier bon point. Maintenant, reste à savoir quelles sont les conditions sur P pour que les cercles bleus soient bien tangents à cette ellipse. C'est la question suivante. On avait cette propriété-ci tout à l'heure, qui nous avait permis de démontrer que c'était bien l'équation de l'enveloppe d'une ellipse. Et on va essayer de trouver, de fait, les paramètres sur P et R, parce que nous, on veut que P ne dépasse pas une certaine valeur qui est en fonction de R. Et on a donc que Y, c'est racine carrée de R carré moins 2P carré. Et tout ça n'a du sens, évidemment, que si R carré moins 2P carré est plus grand que 0. On peut continuer. Ça veut dire que R carré doit être plus grand que 2P. On va diviser par 2. 2P carré, excusez-moi. Et en passant à la racine carrée, hop, on va faire tout en une étape. Comme ça. Clac. Il faut que P soit plus petit que R sur racine de 2. C'est ça la condition. Alors Einstein s'était trompé, lui, dans sa correction. Il avait inversé le sens de l'inégalité. Mais voilà, il faut simplement que P soit plus petit que R racine de 2. Sinon, il n'y a plus tangence avec l'ellipse. Donc voilà, c'est un exercice qui n'est pas facile quand même. Mais c'est un exercice de traduction. C'est pour ça que moi, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont instructifs. Parce que vous êtes devant le truc. Déjà, si vous ne faites pas de dessin, vous n'y comprenez rien. Et vous devez dire, OK, cet énoncé m'impose ça. Donc, hop, j'écris l'équation. En fait, c'est vraiment traduire, mettre en équation un problème. Et c'est ce que j'ai l'impression que les élèves ne savent plus faire. Ce qui ne semble plus exister à l'école, ce qu'on ne semble plus vous apprendre, c'est traduire un problème en équation. Voilà. Donc, on va passer à l'exercice 3 et vous allez voir que pareil, ça va envoyer. Alors, vous en avez pensé quoi? Dur ou pas? Assez difficile quand même, parce que bon, déjà, il faut connaître l'équation de l'ellipse, il faut bien traduire l'énoncé, il faut réussir à bien se le représenter. Mais après, sinon, les calculs ne sont pas extravagants. C'est vraiment, je crois, le genre d'exercice qui peut donner envie de faire des maths ou de continuer à faire des maths parce que voilà, on a un problème, on fait un dessin, paf, on se représente les choses. D'ailleurs, parlant de faire un dessin, j'en profite pour vous dire, on ne fait jamais ou très rarement de mathématiques sans faire de dessin. Hein, je remarque souvent les élèves qui restent comme ça, bloqués avec la bouche bée dans l'énoncé. Mais faites un dessin, ça va vous délier l'esprit instantanément. Donc voilà, un super exercice, dites-moi ce que vous en avez pensé et on va passer à l'exercice 3 qui est donc un exercice d'algèbre. Donc je vous le rappelle, Einstein l'a passé 2 jours après, il a eu 2 heures pour répondre à cette question. Et vous allez voir qu'à l'époque, on n'était pas timide sur les formules de Cardan, voilà, sur les formules de polynôme de degré 3. On y allait, méthode de Cardan, on ne se cachait pas. Et de la trigonométrie, je le confesse, une formule de trigonométrie que je ne connaissais pas. Et donc, c'est parti. Troisième et dernier exercice
du sujet de bac d'Albert Einstein. Dans un triangle, on connaît LMN, qui sont les distances du centre du cercle inscrit au sommet. Donc, je vous ai fait un dessin, je n'ai pas mis d'annotation de sommet comme ça. Vous savez que le centre du cercle inscrit, c'est le point de concours des bisectrices. C'est le point de concours des bisectrices, c'est-à-dire que les segments rouges coupent les angles ici en deux angles égaux. J'ai tracé en bleu les perpendiculaires comme ça, qui valent le rayon. On vous demande de trouver le rayon, justement, ce rayon bleu. Si on fait un petit coup de trigo, on a quoi? Ici, on a donc, on va dire gamma sur 2. Nous, on connaît l'opposé, on connaît l'hypoténuse, on va donc utiliser le sinus. On a donc sinus de gamma sur 2, c'est égal donc à opposé qui est R sur le premier côté, qui fait 1, donc R. On n'a que sinus de bêta sur 2, fait 2R. Et on a sinus de alpha sur 2, qui fait finalement 3R pour les mêmes considérations géométriques, trigonométriques. Nous allons employer une formule de trigonométrie. La formule trigo qu'on va utiliser, la formule magique, que je ne connaissais pas. Si vous la connaissez, franchement, vous avez une très bonne culture de la trigonométrie. C'est que le sinus au carré de alpha sur 2 plus le sinus au carré de bêta sur 2, et ça c'est pour dans tous les triangles, hein, ça marche tout le temps, plus le sinus au carré alpha bêta gamma sur 2 plus 2 fois sinus alpha sur 2 sinus bêta sur 2 sinus gamma sur 2, ça fait toujours 1. Ça fait toujours 1. Voilà, j'espère que je suis encore dans le cadre. De toute façon, vous m'avez entendu. Ce truc-là fait toujours 1. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer sinus alpha sur 2, etc., par les valeurs qui sont là. On ne va pas s'en priver. Et alors là, pour pas que la vidéo dure 100 ans, j'ai pris des notes sur le résultat que ça va nous donner. Parce que là, c'est juste un travail il suffit de remplacer, je veux dire. On obtient 12 r au cube plus 14 r au carré moins 1 égale 0. Voilà la formule trigo qu'on obtient, enfin pas la formule trigo, excusez-moi, l'équation qu'on obtient. Et Einstein, lui, comme on le lui a appris à l'école, pose un changement de variable, parce que vous voyez qu'on n'est pas tout à fait, pour ceux qui connaissent, on n'est pas tout à fait de la forme pour la formule de Cardan là. La formule de Cardan, c'est avec du cube, mais il n'y a pas de carré ici, il y a un R normal. Donc il pose x égale 1 sur R. Et on obtient finalement, parce que pareil, je l'ai noté, c'est un peu désagréable à faire, donc ça fait quoi? Finalement, on obtient l'équation x cube moins 14x moins 12 égale 0. Pour les élèves français du 21e siècle, vous dérivez cette fonction et vous faites votre analyse synthèse. Vous dites, bon, je ne sais pas combien il y a de solutions. Admettons qu'il y en ait 3, mais qu'il y en ait 2 négatives. Bien évidemment que le rayon n'est pas négatif. Donc vous prenez la seule qui est positive. Et vous faites un encadrement. D'accord, vous voyez à peu près où c'est. Bon, la calculatrice vous donne la réponse, hein, bien entendu. La réponse, je crois que c'est à peu près un quart. C'est à peu près un quart. Mais on ne va pas s'échapper et on va faire les formules de Cardan. Et donc, Einstein écrit que x est égal. Alors, formule de Cardan, il faut que j'ai la place. Hein. Racine cubique de moins, alors q sur 2, plus racine de moins q sur 2 au carré plus p sur 3 au cube. Donc ça, c'est pour la première partie. Plus, en fait, c'est la même chose ici, sauf qu'on va mettre un moins. Donc moins q sur 2 moins racine carrée de moins q sur 2 au carré plus p sur 3 au cube. Voilà. Alors, je vérifie que je n'ai pas écrit de bêtises. Moins q sur 2, q sur 2. Alors voilà, il n'y a pas de moins ici. Excusez-moi, il n'y a pas de moins ici. Dans la formule de Cardan, je me l'étais noté parce que bon, je ne la pratique pas tous les jours. Donc, voilà. Et alors, avec P et Q. Donc, P, c'est moins 14. Et Q, c'est moins 12. C'est un petit
Q comme ça. Et donc, malheureusement, on n'a que ça est négatif. Alors Einstein, il a écrit que les racines devaient être irrationnelles. Il s'est trompé, les racines sont complexes, imaginaires. Peu importe, on ne s'arrête pas là. On poursuit sur la formule de Cardan, sur le protocole de Cardan. On utilise, c'est ce qu'Einstein a utilisé, la méthode trigonométrique. Je fais un peu de propre et on y vient. Alors, je vous ai mis le rappel de l'équation, c'est x cube moins 14x moins 12 égale 0. La méthode trigonométrique, c'est de dire, ok, cos u, c'est moins q sur 2 sur racine de moins p sur 3 au cube, je pense. N'apprenez jamais ça, de toute façon, si vous avez à les utiliser, vous avez le truc sous les yeux. Je donne directement, j'ai fait le calcul pour gagner du temps, ça n'a pas trop d'importance, que u fait 53 degrés. Je vous rappelle que p et q, c'est les coefficients moins 14 et moins 12 ici. Okay. Les solutions sont de la forme x1 égale moins 2 de moins p sur 3 cos u. x2, c'est moins 2 racine de moins p sur 3 cos de u plus pi sur 3. Et x3, c'est moins 2 racine de p sur 3 cos de u moins 2pi sur 3. Et alors, si vous faites le calcul, vous allez tomber sur des résultats ici qui sont négatifs. La seule valeur qui est positive, c'est celle-là, et elle fait à peu près 0,243. Voilà, pour le rayon, grâce à la méthode de Cardan. Faut pas s'échapper, faut la faire. Alors, moi, j'ai jamais appris ça en cours, donc je l'ai un peu vu avant de corriger l'énoncé quand même. Mais c'est super sympa. Qu'en pensez-vous? N'est-ce pas super sympa, franchement? Est-ce que pensez-vous, si vous êtes toujours à ce stade de la vidéo, et que vous n'êtes pas un élève qui est excellentissime en mathématiques, pensez-vous qu'intellectuellement, vous n'êtes pas capable de faire ça si on vous l'apprend? Si on vous le rabâche comme le b carré moins 4ac, n'êtes-vous pas capable, ne seriez-vous pas capable de reproduire cette méthode et de résoudre des équations de degré 3? Moi, je pense que si, et si vous pensez que non, eh bien, c'est très problématique de se dévaluer à ce point-là. Voilà. Le bac d'Einstein, c'est terminé. On retourne dans la pièce pour faire un petit débrief. Alors, est-ce que vous aurez réussi? Alors, je pense que cette formule de trigonométrie... Alors, j'ai fait des recherches après, parce que forcément, j'ai dû lire la correction d'Einstein avant de le corriger, parce que j'avais besoin de dire ce qu'il avait fait et ce qu'il aurait pu faire, comment on le ferait aujourd'hui. Donc, j'avais regardé au préalable, et c'est vrai que quand j'ai vu cette formule, je me suis dit, purée, je ne l'ai jamais vue. En faisant mes recherches, j'ai vu la formule de l'angle solide. Alors, s'il y a des spécialistes, vous me corrigez ou pas, ou vous confirmez ce que je viens de dire. Mais bon, voilà, une fois que l'on avait cette piste-là, on se retrouve avec un polynôme de degré 3. Alors Einstein prend le pari de faire les formules de Cardan. Aujourd'hui, en fait, simplement, on a vu, on dérive, on voit qu'il n'y a qu'une seule solution positive et on arrive à l'encadrer plus ou moins bien. Einstein va au bout avec la méthode trigonométrique qui aujourd'hui n'est pas du tout enseignée à l'école et pourtant, je pense que ça pourrait être enseigné. J'ai toujours été un peu déçu de m'arrêter au polynôme de degré 2. Je ne dis pas qu'il faudra apprendre non plus les méthodes pour le polynôme de degré 4 parce que la formule, elle fait tout l'écran, d'accord? Je ne vais même pas la noter, elle est immense. Mais voilà, c'est des protocoles algébriques qui sont intéressants et qui, à mon avis, permettent de débloquer certaines choses. Parfois, en apprenant et en essayant de comprendre un truc plus compliqué, mais en fait, on comprend tout ce qui s'est passé avant. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce sujet de bac. J'ai adoré lire la copie d'Einstein, j'ai adoré lire les annotations de son professeur et j'ai aimé vous partager ça, vous dire comment est-ce qu'on aurait pu le faire autrement. Je ferai les semaines suivantes le bac de Félix Klein qui lui était un mathématicien pur et dur. On a des anecdotes également sur Félix Klein, mais je vous les dirai la semaine prochaine. Donc restez connectés, mettez-moi un petit like, partagez à vos amis qui ont envie de connaître les secrets d'histoire et je vous dis à la prochaine.